part ça, Daya Jones, tu fais quoi dans la vie? Je danse, je suis danseuse, chorégraphe. C'est mon métier. Même question. On est trois, on est même quatre avec moi autour de cette table. Raphaël Smadja, tu fais quoi dans la vie? Je suis danseur et chorégraphe et pédagogue. Voilà. Et c'est mes métiers. Et toi, Sébastien Boucher? Je suis danseur, organisateur d'événements et directeur artistique pour des événements de danse. On s'en aperçoit évidemment. Ce qu'il y a de commun entre vous, c'est la danse, mais vous incarnez chacun, chacune, à la fois une histoire, un rapport à la danse, des rôles même dans la danse, dans des danses qui... Est-ce qu'on peut dire que aussi un des territoires que vous avez en commun, les trois, c'est malgré tout votre relation à l'histoire des danses hip-hop? Moi, ce qui m'a plu dans cette danse-là, c'est la première fois que j'ai vu un cercle en fait. Donc la danse, les danses qu'on appelle urbaines, évoluent sous forme de cercle. Et j'ai vu dans ces cercles un potentiel en fait de créativité, de liberté et d'accessibilité en fait à tous selon ton origine, ta couleur de peau. Et c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu parce que j'étais dans le sport à ce moment-là. Et il y avait quelque chose quand même qui était très cadré en fait. Voilà, il faut que tu viennes de telle heure à telle heure. Tu vas faire ça ou tu peux pas faire ça. Et du coup, j'ai vu tout de suite un potentiel de liberté en fait. Et c'est ce qui m'attire en tout cas moi dans la danse, le cercle et cet espace que je relie même plus tard en fait au sacré qui a un endroit de liberté en fait. Ça, c'était dans quelles années, Sébastien? Début des années 90. Toi, Daya, il y a eu un moment comme ça, une espèce de déclic? Ouais, je pense que pour beaucoup de danseurs qui ont commencé, il y a eu cette inspiration justement des cercles de partage, des cyphers et de voir, ouais, d'être attiré quand même par cette liberté d'expression et ce côté inclusif et ouais, de vraiment pouvoir. Enfin, moi, je sais que c'est de voir des grands aussi, d'avoir accès dans des centres de quartier à ces zones et de. Enfin, c'est ça qui m'a beaucoup inspiré à faire le pas, ouais. Même avant ça, en fait, je dansais aussi pour moi et je pense que c'était un peu la suite qui faisait le plus sens pour moi. Ouais, de vraiment commencer par ça et de pouvoir improviser et de pouvoir raconter en fait des choses à travers dans ces cyphers et de partager. Et puis je pense qu'il y a vraiment ce côté où une fois que tu es dedans, il y a un truc qui se lie un peu familial, de communauté et en dehors en fait de cette liberté de mouvement et d'expression, il y a aussi tout ce côté à côté où moi c'est quelque chose en fait qui m'a permis de me concentrer à mon adolescence plus là-dedans que de faire n'importe quoi ou voilà. Je sais que à ce moment-là c'était une suite logique un petit peu de mon parcours. Ce truc, ce grand sentiment de liberté, ce que dit aussi Sébastien, c'est presque cette idée de sacralité. Il y a quelque chose qui se joue, une promesse de quelque chose d'immense en fait dans ce cercle. Toi, tu l'as expérimenté aussi, Raphaël? Ouais, sauf que je crois que j'ai une vision peut-être un peu différente du mot sacré, parce que j'ai pas mis le sacré à cet endroit-là. J'ai peut-être mis le sacré dans ce que je ressens quand je danse, mais probablement pas sur la danse elle-même. Donc j'ai mis longtemps à toucher ce dont Sabi parle. Parce que je pense que c'est en mûrissant le mouvement et en mûrissant en tant qu'humain dans cette vie qu'on comprend ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien. Parce que très souvent, on a fait des choses qui, on pensait nous faisaient du bien, mais ne nous fait pas du bien. Et même dans la danse, ça a été mon cas. Donc j'ai mis longtemps avant de comprendre ce qui était sacré pour moi dans le mouvement. Et je l'ai expérimenté, mais c'est récent, vraiment. Je pense que c'est depuis peut-être 3-4 ans que je commence vraiment à me concentrer dans un travail de chorégraphe et de recherche. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti, ah ok, ça provoque des choses un peu nouvelles chez moi et des choses de l'ordre du sacré. Ouais. Et donc, comment tu décrirais l'émotion que tu as ressentie quand tu as été face justement à ces premiers cercles? Je vais pas mentir, je sais pas. Parce que j'ai pas vraiment... Moi, j'ai découvert la danse grâce au rap. Et j'ai découvert la culture hip-hop grâce au rap. Et je suis passé par le rap, par le graffiti. Moi, je faisais des arts martiaux et du basket. Et les deux mélangés, ça a donné de la danse. Et
Et du coup, c'était un peu comme Daya a dit, c'était une suite logique pour moi de faire du mouvement parce qu'en fait, les arts martiaux plus le basket, il donne du groove et de l'ancrage et de la spontanéité, de la réactivité. Les arts martiaux, ils donnent une approche du sol, une approche de la grâce. Les deux mélangés, ça donnait la danse. Je découvre le break complètement par hasard grâce au rap et j'en fais. Et puis, je me pose pas trop la question. Puis, je vais à Ferney, puis je découvre des potes qui dansent aussi. Et puis ensuite, on a à travers la MJC des gens qui nous permettent d'aller prendre des stages un peu partout dans le coin entre la Suisse et la France. Donc le cercle, ça arrivait beaucoup plus tard, vraiment. Parce qu'au début, c'était assez sauvage, on était dans notre coin, on se mélangeait pas beaucoup. On était un peu outsider par rapport à Genève aussi, du fait qu'on était en France. Le cercle, ça arrive aux années Balexer, quand on va s'entraîner à Balex. Et là, ouais, là j'ai découvert que ah ouais, c'est ça en fait qui se passe quand on partage. Mais encore une fois, ça arrivait tard, ça. C'est marrant parce que je voulais poser justement cette question de savoir comment... on sait que dans les cultures hip-hop, il y a ces différents mouvements parallèles et que la musique, elle occupe beaucoup de l'espace des cultures hip-hop. Pour vous, ça, justement, ça s'articule comment, la relation, en tout cas dans votre esprit ou dans la construction aussi de votre imaginaire de danseur, quelle place a occupé la musique d'emblée, Sébastien ou Diana? Alors du coup, pour ma part, moi, j'aimais pas forcément la musique en fait. C'est la danse qui m'a ramené à, à ressentir la musique et essayer de comprendre, mais j'ai fait à travers le corps, c'est-à-dire que j'aimais pas forcément la musique avant. Et du coup, je pense que j'ai eu accès à la musique par le biais du corps et des émotions en fait. Et c'est passé par là. J'étais pas un fan de musique et c'est grâce justement, on va dire, à la danse, ça m'a ouvert. C'est à ce moment-là que ça m'a ouvert plus sur la musique. Et forcément, pour toi, il y a une relation entre les gestes des danses urbaines et le rap? Non, je pense pas forcément. Je pense que si on reprend un peu les styles qui ont été créés, je pense qu'il y a eu beaucoup de styles qui ont été créés par rapport à des époques bien précises et des choses que la personne voyait à la télé ou des choses qui étaient inconscientes qui sont sorties. Ça peut être des dessins animés, des films, ça peut être une époque où il y avait la guerre du Vietnam, il y avait des gestuels en popping très droits, très militaires. Donc il y a beaucoup de choses qui ont influencé dans ce sens-là, mais je pense pas que c'est forcément de la musique. Mais oui, aussi la musique. Si on regarde par exemple, il y a une vidéo que je peux me permettre de dire sur YouTube de Rufus. Non, j'ai oublié le nom. Faudrait que je te redise. Funky Chicken. Et tu vois, à un moment donné, c'est dans un stade et c'est les premiers pas de soul dance. C'est que t'as tout le monde qui débarque. Il y a un chanteur qui se met justement à chanter. Puis t'as les premiers soul steps et tout. Et on voit vraiment qu'il y a des liens là, à ce moment-là, oui, entre la musique et les steps que les personnes font, dont le nom de la musique, Do the Funky Chicken. Puis il y a un pas en lock où tout le monde fait comme ça. Et enfin, c'est impressionnant de voir tout le monde dans les stades. Donc il y a quand même aussi un lien, mais je pense qu'il y a d'autres liens qui sont plus liés à quelque chose d'inconscient sur des images que les gens ont vues à certaines époques. Bien sûr, on va arriver à ça, à cette espèce d'explosion aussi d'esthétique et de forme aussi. Mais je voulais quand même parler des battles parce que je me dis que, et ça c'est intéressant ce que tu dis Sébastien, c'est qu'au fond dans les danses urbaines, et en fait je crois que c'est plus à propos de parler de danses urbaines parce que c'est vrai qu'il y a cette relation entre finalement ce qui se passe dans la rue, dans le monde et que les gestes raconte au fond ce qui est en train de se tramer. Tu dis on part au Vietnam, les gestes deviennent militaires, mais tout le temps dans l'histoire des danses, finalement les danseurs ont raconté, ont rapporté, en particulier des danseurs urbains, ont rapporté, ont été les journalistes vivants, en tout cas en mouvement du monde. Et dans la battle, j'ai l'impression, alors à la fois on est dans un rituel, un peu pour reprendre ce truc du sacré dont parlait Sébastien, c'est vraiment ultra ritualisé. Il y a une espèce de bataille imaginaire entre deux êtres, entre deux danseurs. Et justement, avec à chaque fois, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me suis trouvé dans des battles, j'avais l'impression que chacun voulait raconter l'histoire la plus puissante. Comme si on allait raconter une blague et qu'il fallait qu'elle fasse rire le plus de gens possible. Il y a cette espèce de truc millénaire de se raconter le truc le plus incroyable, mais en mouvement. Dans la battle, non, Raphaël? Oui, clairement. C'est quoi la battle, en fait, dans les danses urbaines? L'art de la compétition, je pense que c'est bien antérieur au hip-hop, en fait. C'est bien antérieur à notre culture, bien antérieur à la danse.
la proie et le prédateur, c'est l'histoire des humains depuis la nuit des temps. Donc nous, on s'en est juste emparé parce que, c'est pas je pense, cette culture, elle est née dans l'adversité, elle est née de conflits. Et c'était la façon de régler des conflits pacifiques. Donc du coup, c'est normal que ça soit perpétué et que dans la danse, ça soit comme tu l'as décrit. Et tu disais bataille imaginaire, moi je pense que c'est pas du tout imaginaire, c'est très réel, c'est très très concret. Sauf si on mettait sur le mot bataille coup et sang. Mais si on enlève les coups et le sang, c'est très concret. Hein. Moi, je fréquente des gens qui s'entraînent très très dur pour gagner et toute l'année. Et qui ont un seul objectif et qui sont très déterminés. Tous les jours, là, je suis pas très loin, on répète. Tous les matins, je croise un danseur qui est là de 8h30 à midi, qui travaille sur un mouvement. Et ça fait 3 semaines. Et il fait ça. Et il est très très fort dans ce qu'il fait et il va continuer. Mais là, il avait juste un défi à relever. Il a une discipline qui fait que c'est très réel, en fait, cette bataille contre lui ou contre quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai pas plus à... Non, c'est vrai, je même peux pas si- rebondir plus. Même s'il n'y a pas de violence, effectivement, les enjeux sont hyper réels. Mhm. Et ça, c'est intéressant. Euh, Diane? Ouais, je pense qu'il y a une addiction qui naît un peu ouais, de pouvoir remporter, en fait. Et même par rapport à la communauté, en fait. Je pense que c'est vraiment, ça dépend de ton rapport et ta pratique à la danse que tu as. Moi, pendant toute cette période, c'est quelque chose qui m'a... C'était incroyable. Ça m'a tellement rempli, ça m'a tellement apporté, ça m'a appris la discipline, ça m'a appris à vaincre des peurs, ça m'a appris à raconter des choses que je pouvais pas forcément à le faire en fait dans les battles. Donc ouais, et après je pense que après ça dépend de ton évolution. Est-ce que tu arrives encore à te retrouver aussi par rapport à l'évolution des battles dans cette génération? Est-ce que tu arrives encore à t'y retrouver ou ton rapport aussi par rapport à la musique, parce qu'il y a toute une évolution aussi des musiques qui passent maintenant en battle, et aussi quels sont les critères des juges. Est-ce que finalement par rapport à ton évolution ça correspond aussi encore? Mais je pense que ouais, effectivement il y a un côté où quand tu commences ça, quand tu rentres là-dedans, il y a tellement un pouvoir en fait quand tu gagnes ouais, quand tu remportes en fait ces prix-là, qu'il y a une addiction qui peut se créer, et du coup, bah voilà, c'est vraiment des entraînements visés pour ça. Et Je pourrais mettre, si c'est possible, je me permets de mettre une nuance en fait entre les battles à l'origine où les gens, par exemple, se retrouvaient en club ou à l'extérieur et où ils se rencontraient peut-être pour défendre un quartier ou pour défendre un style de danse. Et les battles qui ont été plus populaires autour de 2005, où il y a eu un grand engouement pour les battles, qui sont organisés autour d'un système économique en fait. Et les enjeux sont complètement différents. Et je pense que c'est important de le noter entre le fait d'être là en soirée et puis de faire un battle avec quelqu'un parce que tiens, il vient de faire une wave et puis t'estimes que non, son style n'est pas bon et tu danses contre lui. Et l'enjeu d'avec des battles où c'est que derrière, il faut quand même penser qu'il y a quand même un système économique. Euh, Au jour d'aujourd'hui, ben, il y a des battles un peu partout, c'est dans les maisons de quartier, enfin, on peut retrouver des battles partout. Et je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qui crée des enjeux différents euh, par rapport aux battles de base où les gens, ben, ils étaient peut-être en soirée et puis il n'y avait pas de juge, donc il n'y avait pas de gagnant non plus de perdant. Ça laissait ça laissait un peu la vie ben, aux personnes qui étaient là de pouvoir se faire leur propre avis. Donc je pense qu'il y a aussi cette question-là en fait d'enjeux qui sont différents parce qu'il y a un système économique qui s'est un peu créé par lui-même en fait à travers le battle. Parce que le danseur hip-hop, au niveau économique, il est plutôt dans une situation précaire, en tout cas surtout dans les années 2000, au début. Donc il y a eu ce système qui s'est fait, qui a fonctionné en fait, entre le fait de faire venir des juges, les payer, un money prize pour le vainqueur. Donc tout ça aussi, je pense que ça fait partie des enjeux qui font que le battle a peut-être un autre sens que par rapport, si on reprend par exemple un peu plus tôt dans les battles à leur origine. En tous les cas, avec les grandes battles mondialisées, on crée des héros internationaux et des champions du monde de danse hip-hop. Qu'est-ce que ça change à l'esprit même des danses urbaines? Moi, je pense que ça change. Ça fausse un brin l'histoire. Après, c'est ce que je ressens. Peut-être, c'est pas juste, on en discute, mais il y a des pionniers derrière nous, des créateurs de mouvements, des créateurs d'idées
Et puis derrière, il y a des gens qui gagnent des compétitions. Et puis souvent, enfin moi c'est ce que j'ai découvert quand je suis rentré dans les battles, bah, on parlait plus de celui qui gagnait le battle que celui qui lui avait enseigné. Et puis du coup, même s'il est très très fort, il n'avait rien inventé. Enfin, il a inventé son style, mais et du coup, moi c'est ce que j'ai senti, c'est qu'il y a eu un regain pour les gens qui gagnaient des battles. Et c'est cool, parce qu'en fin de compte, on a plein de choses à apprendre de ces gens-là, parce qu'ils s'entraînent dur, comme on en parlait juste avant. Mais il y a eu un petit, peut-être, on s'est peut-être un peu détourné aussi de d'où ça venait. Et pour reprendre ce que Sabi disait, euh, même si c'était compétitif, il y avait l'enjeu peut-être plus de la fierté personnelle que pécuniaire. Et du coup, moi, c'est un peu ça à quoi je me suis confronté. Ça, on parle plus de ceux qui gagnent que de ceux qui créent. Voilà. Bah évidemment, il faut dire quand même peut-être quelque chose sur toi, Sébastien. C'est que une des choses que tu as faites, toi, c'est de vouloir faire venir le festival Juste Debout en Suisse, donc Ouais. créer la sorte de déclinaison. L'événement, ouais. Alors, si je peux me permettre, L'événement, ouais. si je peux revenir juste en arrière par rapport au fait que tu discutais sur le fait que ça crée des stars mondiales, tout ça. Et pour revenir encore, je distingue l'époque, en fait, avant qu'il y ait eu des battles. Et là, c'était complètement différent si on prend début des années 90. C'est-à-dire qu'un danseur, tu allais le voir une fois dans ta vie. Et tu le revoyais plus jamais. Et tout le monde se battait pour dire, ouais, il y a un gars qui est venu la dernière fois, je sais pas d'où il sortait, il avait un style, c'était énorme, mais tu le revoyais plus. Et c'était complètement l'inverse. C'était le fait, justement, plus le gars il était underground, moins on le voyait, plus il avait de la valeur. Et tu disais, mais c'est qui le gars? Puis tu t'allais le chercher en soirée, tu essayais de voir qui c'était. Il y avait des gars, ben, je sais pas, qui débarquaient de. Il y avait Opi, un rappeur à l'époque, vous connaissez sûrement, qui dansait et qui ramenait. D'ailleurs, aussi pour l'histoire, Slimka, son père était un excellent danseur aussi. Et du coup, il y avait Opi donc, qui ramenait des danseurs ici à Genève, des gars de Paris que tu voyais pas, qui voyageaient déjà à New York et tout. Et tu voyais ça, enfin, il n'y avait pas à l'époque de vidéo et tout, donc tu étais waouh. Et du coup, c'était complètement l'inverse en fait. C'était une mentalité où tu allais chercher ce qui était rare et tu essayais de creuser pour essayer de trouver. Et là, on est complètement. C'est pour ça que des fois, il y a un peu des scissions entre les anciennes générations de danseurs et les nouveaux. C'est que la mentalité, avec l'arrivée des réseaux sociaux, elle a complètement. Ça a splitté, mais c'est parti directement dans une autre direction. Bah justement, ce truc en fait d'aller chercher le rare, je pense même par rapport à la musique en fait à l'époque, quand qui arrivait en fait avec les derniers bijoux, les dernières pépites au centre et genre on allait, enfin voilà, et qu'on dansait en fait toute la soirée sur ces derniers. Donc je pense qu'il y a aussi un côté par rapport à ça, même dans les battles, les sons qu'on n'avait jamais entendus, etc. Donc maintenant, comme il y a un accès un peu plus à ça, qu'on connaît un peu plus tous les sons, que tout est un peu plus streamé, il y a aussi ce rapport à la musique aussi, j'ai l'impression qu'il est un peu plus différent. On les connaît, ça veut dire que tu viens, tu connais le son par cœur, tu peux gagner des points parce qu'en fait, tu vas placer en fait des petites routines que tu as appris par cœur. Alors qu'à l'époque, il y avait plus ce truc de surprise un peu dans les battles où tu sais pas en fait sur quoi tu vas tomber ou les sons et tout. Avec justement ces énormes événements mondiaux, on crée des stars qui sont abondamment regardées via des stories sur Instagram, avec finalement comme conséquence, et c'est une question que je vous pose, est-ce que la conséquence de ça, c'est pas une standardisation des gestes? C'est-à-dire que certains danseurs, certaines danseuses sont tellement influents que bah, y a 10 millions de petits et de petites danseuses qui veulent simplement reproduire ces gestes. Enfin, moi, je pense que oui, les réseaux sociaux restent un bon moyen de pouvoir se promotionner. Après, en fait, moi, je pose pas un monde contre un autre, mais c'est la question en fait des valeurs derrière. C'est-à-dire que oui, tu as de la visibilité, mais pour défendre quoi au final? Donc moi, c'est juste cette question-là à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a des stars qui sont créées, ouais, c'est bien, mais quels sont derrière en fait les projets? Et c'est plus ça qui me questionne en fait, tout simplement. Les réseaux sociaux, ils ont aussi leurs contraintes, et notamment des contraintes de timing. Et Ouais. ça, je voulais vous entendre là-dessus, parce que c'est assez frappant de se dire que un des schémas de la battle, c'est évidemment une concentration extrême de l'énergie, mais pas non plus en 10 secondes. Et tout à coup, il y a la story Instagram qui arrive, il y a les TikTok et les Snapchat et tout, qui réduisent vraiment la danse au moment qui a le plus d'impact possible.
Et ça rejoint quelque chose que je crois que tu disais, Sébastien, au début, cette idée de performance. C'est-à-dire que, évidemment, il y a quelque chose, en tout cas dans le mode de la battle ou du battle, qui est lié à la performance. Mais est-ce que les réseaux sociaux, ils accentuent pas ça? C'est-à-dire que tout à coup, la danse se caractérise par le moment le plus impressionnant et le niveau le plus haut de la tension esthétique. Mais je pense que ça, dans n'importe quel format mais, numérique, en fait, vu qu'on est confronté à un truc qui n'est pas réel, bah, il faut que ça soit très intriguant tout de suite, très palpable. Enfin, pas palpable parce que c'est impalpable, mais que ça soit tout de suite impressionnant et que ça t'attire l'œil. Et puis, c'est le but des publicistes depuis toujours, en fait. Donc, on suit juste un modèle qui existe depuis très longtemps. Et oui, la danse, comme n'importe quel autre médium, n'importe quel art, c'est plié à ce que les réseaux ont proposé. Et je suis pas sûr que ça soit un problème non plus, parce que je suis de l'avis de Seb, c'est très bien, ça a donné de la visibilité à cette danse. On est très jeune, à l'échelle de l'art humaine. À l'échelle humaine, on est très jeune, ça a à peine 70 années d'existence, même pas 50. Donc cool, bon, ça prend ce virage-là, on le prend avec. Moi, je suis pas un grand fan de toute façon de ce format-là. Et je pense que si on revient à cette notion du sacré ou cette notion juste de l'émotionnel nous, on met dans la danse, ben on se rend compte qu'il y a... on le regarde avec un œil différent. Moi, aujourd'hui, je vois des grosses performances sur Instagram, des 40 secondes de perf de battle ou de gros danseurs. Je trouve que c'est incroyable, mais j'ai rien ressenti de particulier. Et puis, je suis même pas sûr qu'à travers une vidéo, même si elle durait 40 minutes, je ressentirais quelque chose, parce qu'on est dans l'art du mouvement. C'est quelque chose qui est très palpable, même si ça disparaît dès qu'on l'a fait. C'est... la preuve, regarder un spectacle de danse ou un battle en vidéo ou y être, on sait tous ici que ça n'a rien à voir. Ouais, après, je pense aussi que les réseaux sociaux, ça a explosé en fait l'évolution et la pratique aussi, parce qu'à l'époque, on avait accès, tu viens au battle et c'est si tu viens, en fait, il n'y avait pas encore ce côté numérique. Donc, tu viens et tu sais ce qui s'est passé. Maintenant, en fait, chaque battle, on a les vidéos après. On voit en fait qui a dansé, qui... Donc du coup, il y a aussi ce côté où tu vois ce qui se passe un peu partout, à gauche, à droite. Et donc, tu as un peu accès plus facilement aux informations. Et moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est aussi ça qui fait qu'il y a tout le temps... Enfin, ça évolue super vite. Le niveau, en fait, il monte. Et tu as des danseurs que tu connais pas qui sortent un peu de partout parce qu'il y a il y a vraiment plus, en fait, un truc global, un peu comme ça. Et puis après, ouais, je pense qu'aussi, il y a un truc où... Enfin, moi, en tout cas, c'est comment, en fait, maintenant qu'il y a ce côté où il y a les réseaux sociaux, comment tu consommes un peu ça. Ça veut dire... j'ai l'impression que c'est tellement facile, en fait, que c'est de la fast... tu vois, on regarde plus trop. Est-ce que tu vis vraiment, en fait... quand tu regardes ces 40 secondes, en fait, de passage, est-ce que tu... c'est un peu comme ce qui devient un peu peut-être triste, c'est quand tu deviens picky sur ce que tu choisis pour que ça étonne en fait un peu le plus, ou que ce soit vraiment en fait dans ce côté un peu performance et c'est pas forcément de base en fait. Moi, je dirais c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Voilà, c'est ça en fait. Parce que tu as dit ce que tu vis quand tu regardes 40 secondes, mais tu ne vis rien. Tu regardes un écran, mais tu ne vis rien. C'est juste ça. C'est le piège de croire qu'on a vécu plein de trucs parce que tu as accès à l'info de tel battle, tel truc, tel machin. En fait, on l'a pas vécu. C'est peut-être ça. Moi, je m'identifie vachement à ce truc de à l'époque, on y allait. Ah, ok, tu as vécu un truc qui était un peu unique. Quand on parle de modèle économique, le modèle économique dans le rap s'était vraiment constitué et il peinait à se constituer dans la danse. Ça commence à arriver, vous l'avez dit, hein, il y a plein de possibilités aujourd'hui pour des jeunes danseurs, notamment ces énormes battles, mais évidemment aussi les marques. C'est-à-dire que dans ce jeu d'influence et d'appropriation aussi de culture émergente, les marques de luxe, les marques de boissons à base de couilles de taureau, je ne sais plus que je commence à partir de quoi elle est faite déjà, mais se sont intégrés dans le jeu, dans le jeu d'influence véritablement. Et à nouveau, hein, sans dire c'est bien ou pas bien, mais qu'est-ce que ça change quand le luxe, quand les grosses marques mondiales disent on veut des danses urbaines dans nos publicités? L'enjeu, comme Sabine le disait, c'est que maintenant ça a créé un enjeu économique tel que
peux te donner un exemple très concret. Le week-end prochain, il y a un battle qui se passe dans une ville en Suisse, qui est un petit battle. Et le week-end prochain, il y a un gros battle qui se passe dans une autre ville en France. Et on devait aller à tel battle. Ah non, le price money, mon pote me dit non, le price money là-bas, il est pas très très bon. Je préfère aller en France. Ouais, mais tu prends le risque de prendre le train, de faire ton test PCR, ton machin, ton... Ouais, mais le price money, il est plus gros. Donc concrètement, en fait, l'enjeu de ces marques, c'est aussi comment le danseur il se rémunère derrière, enfin le risque qu'il prend pour être mieux rémunéré. Après, il y a toute l'éthique et tout ça, mais la première, le premier palier, là c'est très concret ce que je te dis, c'est un proche. Non, je vais pas à tel battle, je vais à celui-là parce que le price money est plus gros et parce qu'on sait que derrière le sponsor, c'est un tel ou un tel. Moi, je suis arrivé à un moment donné de mon parcours où c'est que je me dis, ouais, ben, tiens, c'est cool, tu fais des choses, mais enfin, tu danses, t'es invité dans des événements, mais du coup, t'es souvent appelé, la danse hip-hop, t'es souvent appelé pour faire un peu du cirque. Que ce soit même quand on t'appelle pour faire des spectacles, ben, tu vas faire des spectacles pour des sociétés de fin d'année, ils vont manger leurs petits fous et te regardent pas danser. Donc, du coup, à un moment donné, ouais, tu vas gagner un peu d'argent, mais est-ce que vraiment tu perds pas de l'estime de toi? Donc, il y a vraiment la question de se dire, mais en fait, est-ce que c'est pas mieux de garder ça vraiment et de le faire de façon authentique et gagner peut-être son argent autrement qu'à un moment donné de se vendre à tout bout de champ? Et je pense qu'à un moment donné, ça demande aussi d'avoir des choix et de peut-être de pas forcément suivre la tendance. Je pense que c'est récent en fait qu'on puisse être danseur et en vivre. Et quand on a été confronté à cette problématique de qu'est-ce que je fais pour vivre, il y en a beaucoup qui ont sauté le pas de se dire ah bah j'aime la danse donc je vais faire ça pour en vivre. Et comme il disait, mais en fait c'est pas toujours tout beau. Et puis les choix que tu vas prendre vont déterminer un peu l'éthique que tu épouses. Et c'est clair qu'il y a des moments où moi je suis assez d'accord sur ça. Rosset, il le dit dans un de ses morceaux il y a très longtemps. Il disait je préfère vivre de l'intérim que de vivre de mes rimes pour laisser libre cours à l'art sans révérence. Et c'est ça. Donc moi, pendant longtemps, j'avais refusé de faire ce pas-là. Puis ensuite, bah, je pense que c'est le potentiel de voir que en fait, j'aime ça, puis je le transmets correctement ou je crée correctement. Ok, j'y vais. Mais je crois que j'ai validé mon éthique avant d'y aller, parce que c'est clair que sinon... Déjà, on se dénature nous, sans s'en rendre compte. On va mettre longtemps à le réaliser peut-être, mais ça va faire mal. Et puis en plus, on prend part à un truc qui est plus grand que nous et on le dénature par la même occasion. Ça, Diana, cette espèce de modèle économique à trouver, cette idée que bah, vous avez une expertise qui mériterait d'une certaine manière d'être rémunérée, puis que tout à coup, bah, il y a cette possibilité qui est offerte aux très bons et aux très bonnes danseuses d'être rémunérées par des grosses marques. Ouais, après, je pense que le fil entre... il est très très fin entre le moment où tu... Est-ce que je préfère avoir un job à 50% en tant que, je sais pas, de faire n'importe quoi à côté et de prendre en fait que deux jobs qui font sens pour moi, ou alors est-ce que je prends ces 10 trucs qu'on me propose et que c'est des trucs en fait qui font pas sens avec mes valeurs. Donc ouais, je pense que ça dépend vraiment de chaque danseur. Moi, je sais que je préfère réellement... Après, c'est pas facile. Moi, je sais que j'ai eu des belles opportunités. Je sais que les choix que j'ai faits ont été bons et m'ont permis en fait de toujours rester authentique avec ce que je faisais. Après, je pense que ça dépend de chaque personne, de sa situation, de voilà. Donc c'est pour ça que je veux pas... Oui, non, c'est pas bien. Mais après, je trouve que ce truc de perdre la passion et de rentrer trop dans un truc où finalement, en fait... tu prends le job et tu penses en fait que c'est plus en fait lié parce que tu as besoin en fait de te payer. Ouais, je pense que c'est délicat quoi, mais ouais, après c'est comme tu parlais d'éthique, c'est des choses, c'est selon chaque danseur ses choix quoi, mais voilà, après c'est récent, c'est maintenant il y a énormément d'opportunités aussi même dans l'industrie de la danse et tu vois, à l'époque, même les danseurs hip-hop, moi je sais, par exemple, dans la compagnie, il y en a, c'était assez compliqué parce que soit t'es trop petit, soit ta corporalité, elle fonctionne pas forcément. Donc je trouve quand même que dans l'industrie, là, il y a un truc où ça c'est un peu plus ouvert en termes en fait, c'est le talent. C'est le talent, en fait, qui est mis avant tout. Et on te contacte plus pour ça que pour autre chose.
Mais ouais, après, ça reste encore, c'est des choses récentes et faut voir, ouais. Et toi, c'est quoi qui fait que tu acceptes une proposition de contrat d'une marque? Alors, je suis super chiante. Non, je le dis. En fait, faut que. Alors déjà, pour danser pour un artiste, il faut que le chorégraphe, je le connaisse. Il faut que je sache comment je vais être habillée. Faut que ça fasse sens, en fait. Faut que j'aime, en fait, ce que l'artiste y fait. Je peux pas, en fait, créer des choses pour créer parce que c'est un mandat et c'est sur commande ou quoi. Et pareil, pour les jobs qu'on me propose, il faut juste en fait que ça me parle et qu'on me demande pas en fait de switcher vraiment, qu'on me contacte vraiment pour ce que je sais, ce que je peux proposer et pas en tant que danseuse-interprète et que je dois en fait switcher vraiment ce que je sais faire et de rentrer en fait un peu dans le moule. Donc du coup, c'est compliqué parfois. C'est compliqué, mais ça aussi, je pense, c'est quand c'est différentes formations aussi. Il y a des danseurs qui sont formés pour être vraiment danseurs-interprètes aussi, ou qui sont vraiment plus dans ce côté industrie. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus sur le côté où, bah, en fait, moi, je sais que j'ai cette identité, j'ai ce truc que j'ai pas forcément envie de... Enfin, j'ai envie de garder dans tous les projets. Un peu ça. Donc, encore une fois, ça dépend ouais, de comment tu vis le truc. Évidemment, un des autres trucs, s'il y a une volonté d'appropriation par le business ou d'intégration, si on veut le dire moins négativement, par les marques des danses urbaines, il y a aussi l'institution ou les institutions qui se disent ah ben il y a quelque chose qui se passe du côté des danses urbaines et ben on se dit pourquoi pas les faire venir dans les grands théâtres de nos villes, pourquoi pas les faire venir dans les grandes émissions de télévision, peu importe, mais je pense surtout aux grands théâtres, hein, aux institutions de danse et vous êtes concernés, hein, je pense Raphaël, Diana, toi aussi probablement Sébastien. Qu'est-ce qui se joue à nouveau, hein, dans ce truc bah, il y a toujours eu cette ambivalence des cultures hip-hop envers le mainstream. Et ben, évidemment, ce truc se passe plus que jamais en ce moment pour les danses urbaines. C'est ça qui est drôle, c'est que t'as l'impression qu'il y a des révélations qui se font à travers ces institutions et qui nous ont donné naissance. Mais non, on est là depuis. Après, je trouve très très cool qu'on puisse s'exprimer partout. Et qu'aujourd'hui, un Vidi ou ADC, c'est pas le cas, ça sera jamais le cas, enfin, ça sera plus le cas. Ils ont une esthétique. Bon, bref. Mais c'est cool qu'il y ait certains plateaux, certains lieux dans lesquels les cultures urbaines, les danses urbaines s'exposent et s'expriment. Mais c'est toujours, est-ce qu'on est en train de faire semblant qu'on accouche d'eux? Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Ou est-ce qu'on est en train d'ouvrir une porte en disant regardez ça existe et c'est cool et nous on est juste un lien pour de faire le programmateur au public, on est juste un lien, tu vois. Là ce que tu dis, sur un plateau ils mettent un danseur de voguing, ils mettent ci, ils mettent ça, puis d'un coup on dit regardez c'est très exotique, ça vient de sortir. Ça j'ai déjà été confronté à ça, effectivement c'est très blessant, enfin pas blessant mais c'est dénigrant, donc on n'a pas envie d'être à ces endroits-là. Mais il y a plein d'endroits institutionnels où on mérite d'être. Et si c'est sain dans le rapport au programmateur ou au rapport au public, et qu'on a trop zo, bah, moi je vois aucun problème à ça. Si c'est pas instrumentalisé, c'est cool. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que ces dernières années, ça s'est fait, mais plus euh, euh, par rapport à des publics, des volontés d'acquérir certains publics qui vont pas forcément au théâtre ou dans les lieux culturels, et que je trouve d'ailleurs très intéressant de pouvoir, à ce qu'il y ait des certaines classes sociales qui n'ont pas eu forcément l'éducation d'aller dans des théâtres ou dans des musées. Je trouve ça intéressant. Mais toujours, bien sûr, c'est de la façon dont on va présenter la danse hip-hop. Si c'est pour venir quelqu'un, on le fait tourner sur la tête. Voilà, vous avez vu le danseur de hip-hop. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire en termes de médiation dans des écoles, dans des théâtres, pour expliquer ce que c'est la danse hip-hop, peut-être son origine, pour expliquer l'histoire, où est-ce qu'elle en est maintenant, les artistes qu'il y a dedans, des chorégraphes qu'il y a dedans. Et du coup, je pense que c'est vraiment un terrain, en tout cas passionnant, à développer. En Suisse, c'est nouveau, on va dire. En France, ils l'ont déjà fait il y a plus de 20 ans. Mais du coup, c'est passionnant. Et du coup, je trouve que
ça laisse vraiment le champ libre, en tout cas aux artistes et chorégraphes suisses, de pouvoir arriver avec leurs idées, sans se faire prendre en tout cas, moi, je vois pas forcément actuellement entre guillemets, de piège ou de récupération. Voilà. Moi, pour Ouais. rebondir, Raphaël. ce que je trouve aussi intéressant, en fait, que les institutions se soient intéressées à nous, c'est que c'est un nouvel instrument pour nous. On peut aussi décider de ne pas juste être victime et accepter d'y être parce que en fait, c'est hype d'y être ou parce que tu es bien payé ou parce que ça donne de la visibilité. Tout ça, c'est très lucide d'y aller. Mais quand je dis un instrument, c'est que, ok, l'institution veut présenter mon travail, mais en fait, je vais utiliser maintenant l'institution pour créer du lien au public, comme il parlait Seb, exactement. Moi, je fais beaucoup de médiation. Et je fais pas que de l'initiation, d'ailleurs j'en fais très peu, je fais des projets qui vont de 4 à 6 mois à 1 an sur des territoires où du coup, bah, quand tu proposes à une institution un projet de plutôt longue envergure, ils s'intéressent à ce que tu dis, puis tu leur parles dans un vocabulaire qui leur parle parce que toi tu es un agent de terrain, donc tu fais le lien entre eux, leurs idées, leurs lignes budgétaires et ce que toi tu es capable de faire vraiment avec des habitants ou avec un public. Et en fin de compte, ça devient un instrument, moi, pour développer mes projets. Et j'ai plus l'impression d'être mis en avant parce que c'était exotique de mettre une pièce hip-hop ou urbaine dans la programmation. Et c'est là où, bah, en Suisse, il y a beaucoup, beaucoup à faire. En France, il y a beaucoup d'avance de ce côté-là. Mais moi, je suis en train de développer sur le territoire de Genève et puis Suisse du côté de Bienne des projets de médiation à plus ou moins long terme. Et tu vois que c'est les institutions qui nous ont aidés à faire ça. Et qui, parce qu'ils nous ont validé, en fin de compte, quand tu t'approches d'écoles ou de centres culturels, donc le dialogue est plus simple. Donc ça devient un très bon instrument si on sait l'utiliser. Et comme c'est Blad, il faut aussi savoir pourquoi on y est et qu'est-ce qu'il nous demande, bien sûr. Bah, toi aussi, Diana, tu es une très bonne personne pour parler de ça parce que tu es en train de créer ta première pièce en coproduction entre l'Arsenic et l'ADC. Qu'est-ce qui se passe en toi justement? Tu nous parlais au début de tes premières émotions quand tu rentres dans le cercle, quand tu vois le cercle, quand tu rentres dans le cercle, tu fais tes premières battles et tout. Et puis quelques années plus tard, tu crées une pièce d'une heure à peu près, j'imagine, pour les plus grosses institutions romandes. Ouais. Alors, bah, l'envie de monter sur scène, c'était l'après-coup de la compagnie Swaggers, d'avoir pu partir en tournée quelques années. Et voilà, j'avais envie de rentrer, de faire un solo. Et c'est vrai que je ressentais vraiment ce besoin et l'envie et de me faire plaisir et de vraiment créer quelque chose, d'avoir quelque chose à dire et de monter quelque chose sur un plus long format que ce que je fais, les cours que j'enseigne, ou alors de pouvoir... là, c'était la pièce aussi d'un autre chorégraphe que j'ai dansé pendant plusieurs années. Donc ouais, après, tout s'est fait super naturellement. C'est vrai que c'est eux qui sont venus me contacter. J'ai ressenti vraiment de la bienveillance et voilà, et dans le sens où j'ai pu aussi proposer des projets de médiation, donc c'était pas vraiment juste ce côté ok, mettant un danseur hip-hop, peut-être ça va bien passer dans la programmation. J'ai vraiment senti le côté où j'ai pu organiser, j'ai pu inviter des autres gens, des intervenants. On a pu faire à l'Arsenic des stages de danse urbaine. On va organiser aussi après la pièce des bords de scène. Je vais pouvoir discuter aussi et puis transmettre aussi certaines, enfin voilà, le process ou un peu mon parcours. Et donc je pense qu'à partir du moment où toi ça fait du sens et que eux ils sont dans une ouverture en fait de tes propositions et que tu sens qu'il n'y a pas une recherche particulière d'aller chercher juste en bagage ou quoi, ou juste d'ouvrir un peu leur programmation à plus ça, franchement, et qu'il y a un respect vraiment mutuel, je pense que honnêtement c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Moi je le ressens vraiment comme ça et comme disait Seb, faut être intelligent et il faut juste pouvoir proposer des choses en dehors en fait de qu'est-ce que toi tu peux amener là-bas. Quand tu touches ce genre d'endroit, faut aussi en profiter pour que ce soit aussi comme une
ouais, de pouvoir transitionner aussi sur autre chose en fait. On parlait tout à l'heure des formats, du fait que les réseaux sociaux ont imposé d'une certaine manière l'hyper-performance des danses urbaines. Tout à coup aussi, il y a ça qui est posé dans le fait d'entrer dans les institutions. Euh, c'est l'idée d'allonger les formats, de raconter des histoires beaucoup plus longues et de plus être non plus dans une esthétique de l'hyper-performance imposée aussi, pas seulement par les réseaux sociaux, mais par les battles. Ça, toi, tu l'as vécu, Raphaël Smadja, penser justement les temps longs dans la danse à travers ta compagnie, à travers tes créations. Et ça, je trouve que c'est aussi, à titre personnel, hein, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais c'est aussi une des promesses justement de ces dernières années, c'est le fait de se dire, ben, les danses urbaines, elles peuvent raconter des histoires sur le temps long. Mhm. Puis elles peuvent respirer aussi. Puis elles peuvent arrêter de prouver aussi. Même si c'est très intéressant de dépasser ses limites et de se prouver à nous-mêmes qu'on est fort ou se prouver qu'on peut dépasser tel ou tel mouvement ou telle technique. Mais je crois que moi, ce qui m'inspirait beaucoup dans la danse contemporaine, c'est de prendre le temps et de respirer, et d'accepter que déjà c'est la base de la vie, respire, parce que sinon tu meurs. Euh, et puis ensuite, l'histoire du long format, je crois que c'est... ouais, il y a un moment donné où moi, je m'extirpe un peu du milieu des battles et je deviens interprète pour une compagnie ou une deuxième, une troisième, quatrième. On me met dans des situations plus ou moins différentes où on m'exploite en tant que danseur, là en tant que comédien, là en tant que mime. Euh, donc moi, mon mouvement, il a muté au fur et à mesure du travail d'interprète. Et puis je l'ai trouvé là-dedans, mon mouvement. Je ne l'ai pas trouvé tout seul. Donc je crois que c'est grâce au fait d'avoir eu ces expériences-là que j'ai compris que ok, je peux étirer énormément, étirer beaucoup d'informations de ce qu'on m'a fait créer et étirer entre les deux, puis faire rejoindre tout ça. Et puis ça a donné cette envie de recherche. Et puis si tu veux vraiment chercher, tu dois prendre le temps. Et prendre le temps, bah après, ça peut se matérialiser dans un spectacle. Et oui, chercher un format, puis s'autoriser à raconter un truc. Je pense que n'importe quelle culture, n'importe quel art raconte quelque chose. C'est juste que est-ce qu'on assume ou pas, qu'on a une histoire à raconter, ou, et comment. Est-ce que c'est abstrait, est-ce que c'est narratif, est-ce que c'est les deux en même temps, tout ça. Mais ouais, je pense que c'est le milieu dans lequel je suis maintenant me donne accès à cette liberté, à ce kiff de pouvoir, ok, chercher, puis raconter avec, que ça soit compris ou pas. Enfin, moi, j'ai parfois l'impression que maintenant, même l'étiquette est un encombrement. Parce que euh, je pense en rap à des artistes comme Kanye West, par exemple, qui sont juste des génies de l'histoire de la musique. Et l'idée de les qualifier de musiciens hip-hop, pour moi, c'est vraiment les réduire. Est-ce qu'il n'y a pas cet aspect-là aussi dans le fait de mettre systématiquement l'étiquette danse urbaine sous un artiste, qu'il soit dans un battle ou bien dans un théâtre, alors que en danse urbaine aujourd'hui, il y a des génies de l'ampleur de Kanye West en musique ou Mhm. de bar ou peu importe quoi. Mhm. Est-ce que c'est pas un encombrement Si, de vous qualifier de si, danseur urbain? clairement. Bon, c'est un encombrement, ça dépend. Je dirais ça dépend. Quand je suis dehors et que je m'entraîne, ça me pose aucun problème. Quand je suis dans un battle, ça me pose aucun problème parce que je suis dans le contexte et je porte fièrement ce titre-là. J'ai aucun problème. Quand je rentre dans un théâtre ou que je commence à créer, c'est sûr que si on met cette étiquette, il y a forcément une attente qui va en face. Et comme Seb l'a dit, bah, il y a l'attente de venir kiffer, voir des gens tourner sur la tête. Moi, j'ai cette tendance à dire à ces gens, venez dehors, venez nous voir en battle, ça sera mieux. Parce que le plateau, il n'est pas fait pour ça. Après, il y a des gens qui pensent et qui le font très bien aussi. J'ai vu des pièces qui sont très bien réalisées. Moi, ça ne me passionne pas du tout parce que ça manque de recherche. Clairement. Parce que cette recherche-là, elle a été faite dans les cyphers et dans les battles. Donc c'est pour moi, il y a un petit mensonge d'avoir amené ça tel quel sur un plateau. Même si je suis d'accord avec Seb, cette esthétique, elle est récente. Donc on doit encore la défendre. Mais moi, j'estime qu'il y a des endroits dans lesquels elle doit être défendue dur comme fer. Battle, cypher, ok. Sur le plateau, ça m'encombre parfois parce que c'est vrai que ça crée des attentes. Et c'est chiant, c'est un poids.
Et puis, tu sais que dans une prog, il l'a dit, dans une prog, t'as un poids sur les épaules. Si t'es la seule où il y a 2 pièces hip-hop sur 20 spectacles dans l'année, et il y en a peut-être 15 de contemporains, et que t'as 2 hip-hop, bon, t'as le poids de remplir cette case de faut que ça soit impressionnant, faut que ça soit divertissant, faut que ça soit explosif, tu vois. Donc oui, c'est encombrant. Ouais, moi, je me bastonne un peu pour dire, ah non, je fais des pièces de danse, en fait. Et je viens de la danse hip-hop, et ma technique, elle est là, mais je tisse avec des outils qui sont largement, qui dépassent largement la danse hip-hop maintenant. Vous avez commencé à parler, on va finir avec ça. Vous avez commencé ce podcast en parlant de votre émotion et de cette idée de la liberté que vous avez chacun et chacune expérimenté quand vous vous êtes retrouvés face à un cercle. Qu'est-ce qui reste de cela dans votre expérience des danses urbaines, à la fois comme spectateur et comme acteur? C'est une bonne question. Ça va être un peu cliché ce que je vais te répondre, mais c'est très sincère. Tout. Parce que quand tu, quand moi je m'entraîne avec des gens que j'apprécie, que j'aime, avec qui j'ai un échange, t'es attentif à tout. Quand tu t'entraînes dehors, t'es aussi dans le monde. T'es dans un monde, t'es dans un monde dans un monde. Euh, T'es connecté à ton corps, t'es connecté à un environnement, à de la musique, à des sensations, à des douleurs, à des émotions. Enfin, c'est un voyage incroyable, la danse. Et du coup, moi, ce que je garde du cypher, ce que je garde de l'échange, c'est, je crois que je me nourris très régulièrement de ça pour être un bon humain. C'est un peu cliché, hein, c'est un peu gnangnan ce que je dis. Moi-même, je me juge. Mais c'est vrai, franchement. Ce que je puise dans la danse et ce que je puise dans ce que ça m'apporte. euh, Tu vois, on fait des cyphers jusqu'à 2 h du matin dans mon salon avec mon coloc et je me couche, je suis claqué. Le lendemain, je suis heureux. Et puis, en fin de compte, on pourrait se dire que bah non, ça nous détruit, mais en fait, non, ça nous. Ouais, moi, ça m'accompagne en fait. Ça m'accompagne vraiment partout. Ouais. Ouais, ben, Raph a dit déjà pas mal de choses, un peu dans sa direction. Ouais. Je pense que ouais, c'est Cypher, c'est un moment d'expérience, c'est un moment de communion, c'est un moment de découverte. Et, euh, et je reste persuadé que c'est un endroit où il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un endroit où il y a beaucoup de choses qui se développent, la créativité. Ça reste, on va dire, un peu le symbole, le rite de la danse hip-hop. Moi, je parle encore peut-être du cypher de façon assez spontanée, où les personnes se rejoignent sans que forcément on se dise oui, il y a un gagnant à l'intérieur, ou je sais pas. Je parle vraiment de ça qui s'est fait de façon assez spontanée un peu partout. Qui du coup pour moi en fait rend complètement le caractère universel de ces danses. Et je peux très bien comprendre au jour d'aujourd'hui que dans une société, ben, des gens adorent la danse parce que tu peux imaginer ce que tu veux quand tu vois un danseur, il peut te toucher, tu peux imaginer ce que tu veux, et on n'est pas dans... Ça reste le langage du corps, donc ça reste très subjectif, tu peux interpréter ce que tu veux. Et moi, je reste persuadé enfin, la danse hip-hop, et notamment voilà, le cercle, on va dire, d'où c'est né, reste un super potentiel pour développer des projets qui soient artistiques, sociaux. Et ça reste, enfin, c'est une clé en or, on va dire. Mm. Complètement. Moi, je suis convaincue que les danseurs, les danseurs en général, les danseurs hip-hop sont des gens super spéciaux. Ouais, que ce soit à travers les cyphers, enfin toute cette énergie, je trouve que c'est hyper riche, c'est une culture super riche. Et je pense que en plus tu peux la transmettre, tu as toujours un lien un peu avec ce côté aussi où bah, c'est des choses aussi que tu peux faire dans tes cours et dans les cours. Et moi, je vois que même par rapport à ces cours que je donne, où c'est hyper pour des novices et puis des gens aussi qui découvrent un petit peu tout ça, tous ces échanges, en fait, ça crée des sensations complètement incroyables. Et de me dire, bah, ça vient vraiment de cette culture et qu'on peut le transmettre à des gens aussi qui s'y intéressent et qui ont accès, en fait, peu importe peu importe qui tu es. Ouais, c'est des choses qui me carburent, en fait, et, euh, et ouais. Ton cours, Daya, il s'appelle Sassi. Ouais,
C'est un concept de cours qui s'appelle Sassy Concept. On n'est que des femmes. On n'est que des femmes, c'est vrai. Et il y a une liste d'attente de 30 000 ans Non. pour y entrer. Oui. Non, tu mens. Non, c'est pas vrai. Non, mais il est très très plein. Toi, ta compagnie, elle s'appelle Tensei. Toi, tu es le directeur. Raphaël Smadja, ta compagnie, elle s'appelle Tensei. Sébastien Bouchier, toi, le festival dont tu es le directeur artistique s'appelle Groove and Move. Allez voir de la danse, que ce soit en battle, que ce soit sur des plateaux, que ce soit même sur des comptes Instagram. Qu'est-ce qu'on fait? On dit au revoir dans ce podcast, je me souviens jamais. Alors, au revoir.